Jadrino Huot, aussi, je devrais dire Indiana Jade, parce que c'est comme ça qu'on t'appelle. Tu es un aventurier, tu as voyagé un peu partout dans le monde et tu nous rapportes ça en récit. Et aujourd'hui, tu nous parles de ton nouveau livre qui est Globe-Trotter, Perdu sur Terre. De quoi ça parle, ce livre-là? Est-ce que tu t'es vraiment perdu? À bien des reprises, je te dirais que des fois, on ne sait pas trop où on est rendu quand on est aventurier, qu'on part un peu n'importe où dans le monde. Ce que ce livre-là dit, entre autres, c'est que n'importe qui peut voyager. Peut-être pas dans des coins aussi perdus et aussi isolés que moi je le fais, mais je le raconte d'une façon très humoristique pour que justement les gens puissent voyager comme par procuration. Donc, on voyage dans 12 pays différents où les gens ont peu souvent mis les pieds, je te dirais. C'est des endroits assez particuliers, comme le Groenland, par exemple, comme des coins reculés de l'Islande, même l'île d'Anticosti au Québec. Il y a peu de gens qui ont eu la chance d'aller là. Donc, c'est de ce quoi on parle dans le livre. C'est quoi pour toi le parfait voyageur? C'est une très bonne question, ça, Marie-Ève, le parfait voyageur. Je pense que tout le monde est un parfait voyageur en autant qu'il s'écoute, qu'il fasse ce qu'il aime, qu'il prenne soin de ses intérêts, de ses goûts, de ses limites aussi. Il faut vraiment comprendre dans quoi on s'embarque quand on voyage, mais ça peut être extraordinaire. Donc, si j'extrapole un peu, les gens, donc, devraient faire des recherches avant de partir. C'est toujours très important de savoir quels sont les risques, mais aussi quelles sont les opportunités. On peut peut-être aller juste une fois dans notre vie à cet endroit-là. Essayons d'en profiter au maximum. Ensuite, surtout, ça, c'est le respect des autres. Quand on voyage chez nous qui sommes chez quelqu'un d'autre, c'est à nous à nous adapter, c'est pas à eux. Donc, on est toujours le visiteur et ne serait-ce que d'apprendre quelques mots de politesse et un sourire, c'est international, je t'apprends ça, là. Ça marche à tout coup, puis ça nous ouvre beaucoup de portes. Et puis toi, tu voyages en tant que Canadien et on dit que la réputation des Canadiens est très bonne quand on voyage à l'étranger. Comment est-ce que tu as vécu ça, toi, en tant que Canadien, aller à l'étranger? Je suis d'accord avec toi. Effectivement, on est très bien reçu presque partout où on va. Le seul bémol que je dirais, c'est que malheureusement, on ressemble beaucoup aux Américains aussi, qui, eux, ne sont pas aussi bienvenus partout. Donc, ce que ça fait, c'est que parfois, on peut être comme mélangé entre les deux nationalités. Et le fait aussi, quand tu voyages souvent en Amérique latine ou en Asie, veux pas, ta couleur de peau, ton air caucasien, ben, se distingue nettement de la masse. Donc, on voit que tu es un étranger, mais on se fond vite dans le décor avec des mots de politesse d'usage et aussi quand on respecte les gens et on s'intéresse surtout à ce qu'ils font. Puis sans révéler là, de punch dans ton livre, est-ce que tu peux nous parler d'une des 12 destinations où est-ce que tu as vécu un moment vraiment mémorable? Mon Dieu, il y en a beaucoup, ça aussi. Mais disons qu'on va parler du Groenland, parce que pour moi, le Groenland, c'est comme un rêve d'aller visiter une île en plein milieu de nulle part, qui est une espèce de gros bloc de glace. Tout le monde en a déjà entendu parler, tout le monde rêve d'y aller un jour, et j'ai eu la chance de le faire, et je l'ai fait d'une façon différente, pour justement aller marcher sur des glaciers avec des crampons, aller faire du kayak entre les icebergs. Donc, c'est assez particulier. Mais qu'est-ce que j'ai vécu là-bas? C'est assez surprenant aussi, parce que les Blancs ont quand même influencé beaucoup de façon négative les Inuits, donc les gens qui demeurent là-bas. Et ces Inuits-là ont encore une perception très négative des Blancs, des Danois, parce que c'est un territoire danois, le Groenland, mais aussi, les gens ne savent pas ça, mais il y a quand même eu beaucoup de bases militaires qui ont été implantées là durant le temps de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, l'interaction est très difficile. La langue est complètement différente. Ils nous voient vraiment comme des extraterrestres, un peu comme nous, on peut les voir. Donc, il y a une espèce de curiosité mutuelle qui fait en sorte que c'est fascinant quand même. Puis on parle aussi là, dans ton livre que tu voyages à la dure. Pourquoi est-ce que tu penses qu'on le décrit comme ça? Ben parce que c'est vrai, je pense. J'aime ça, voyager à la dure. Je te dirais pas que je suis dans une extrême, mais je m'approche un petit peu de l'extrême, effectivement, parce que j'aime pas aller où tout le monde est déjà allé. J'aime pas aller dans des endroits un peu à la Disneyland, comme je dirais, où il y a du tourisme de masse. Je respecte les gens qui vont là, tant mieux, mais moi, c'est pas mon dada, comme il y en a qui diraient, moi, aller sur un radeau en bambou ou aller en kayak entre des icebergs, c'est vraiment pas mon style. Mais donc, moi, c'est ce qui me passionne, c'est ce qui m'intéresse, puis j'aime découvrir les gens et les paysages, et ça, naturellement, c'est rarement donné là, sur le coin d'une rue. Il faut aller un petit peu plus profondément.
que tu m'as également dit qu'on peut s'adapter à n'importe quel voyage. Donc, faire du radeau sur des bambous, là, ça se fait pour n'importe qui. Dans le fond, on peut adapter son voyage, même si on a des enfants, même si on est jeune, vieux, fortuné ou non. Oui, absolument, tu as raison, parce que un voyage, ça n'égale pas nécessairement l'autre bout du monde. Hein. Ça peut être juste ici, dans la région, dans notre province, dans notre pays. Il y a plusieurs belles choses à voir et à faire, et dépendant effectivement de vos ressources financières ou de votre situation familiale ou personnelle, bien, ça peut influencer vos choix, mais il y a toujours des possibilités. Il s'agit, encore une fois, de définir quels sont nos intérêts et qu'est-ce qu'on veut faire exactement. Puis, bon, là, dans ce livre-là, tu as visité et tu nous racontes 12 destinations, justement. Est-ce qu'il y a des endroits où est-ce que tu n'es pas allé? Oh mon Dieu, il y en a des tonnes. Si tu veux, ma liste est très longue et j'espère d'avoir 3-4 vies comme un chat, peut-être jusqu'à 7 ou 9, là, un chat, pour faire tous les pays du monde, notamment ce qui m'attire beaucoup, la Mongolie, par exemple, aller vivre avec les nomades là, dans des yourtes en plein milieu du désert de Gobi ou des choses du genre. Ça fait longtemps que je veux descendre l'Amazone en pirogue de bois d'un bout à l'autre de l'Amazone. Ça aussi, ça fait longtemps que c'est sur mon radar. Donc, il pourrait en avoir beaucoup. La Nouvelle-Zélande, le Bhoutan, le sud de l'Afrique. C'est peut-être dans les projets pour l'été prochain, entre autres. Bien, merci beaucoup. En terminant, Globe-Trotter perdu sur Terre, on va inviter les gens à le lire. Tu racontes ces récits-là avec un ton humoristique, comme tu l'as dit. Est-ce que tu crois que c'est accessible à tous les groupes d'âge? Oui, justement, de la manière dont c'est écrit, là, Marie-Ève, c'est accessible à tout le monde parce que tout le monde y rêve à ces endroits-là. Mais il y a peu de gens qui vont y mettre les pieds, comme je le disais précédemment. Et là, avec ce livre-là, ça nous fait vraiment voyager par procuration. Je décris les lieux, je décris les endroits, et toujours avec une touche d'humour, une petite dose d'absurdité et de fiction qui fait en sorte qu'on a le goût de partir, ne serait-ce que dans nos pensées, sinon de notre personne même. Merci beaucoup. C'est très passionnant. Ça nous donne le goût de partir. Et merci à toi, Marie-Ève.